Bienvenue dans L'Œil Écoute, le podcast indépendant qui analyse notre rapport à l'image photographique et l'évolution du médium à l'heure de la suprématie du numérique et du digital. On n'échappe pas à son enfance. Celle de Denis Dailleux est marquée par l'omniprésence des images. Près d'Angers, pendant 10 ans, le petit village rural où vit sa famille est l'objet d'une enquête sociologique menée par un universitaire américain et ses étudiants. Il est alors fasciné par les planches contact qu'un d'entre eux, devenu un proche de la maison, réalise. Dans le même temps, l'enfant est marqué du sceau des rituels et des icônes religieuses, du spectacle de la messe et du mystère de la foi. Sa grand-mère l'emmène chaque dimanche à l'église, monumentale, fière que son petit-fils soit si pieux et si mystique. Il en conservera sans doute la passion du Gréco, le goût des odeurs de l'encens et du bois humide, lui qui s'engagera ensuite dans une formation de fleuriste et, plus tard, tombera amoureux des odeurs du Caire. Pourtant, devenir photographe ne s'est pas fait sans douleur. D'origine modeste, il faut réussir à s'extraire d'une vie de labeur toute tracée pour atteindre son rêve. Monter à Paris ne suffit pas à ouvrir grand les portes des rédactions. Il faut trouver des petits boulots pour vivre. Mais c'est quand le désespoir a presque raison de son désir de photographie que le destin met sur sa route la rencontre providentielle. Christian Tortu, qui débute, lui ouvre les siennes. Il restera à ses côtés 10 ans. Libération lui donne ses premières piges. Une iconographe du journal l'incite à passer à la couleur. L'agence Vue, en 1995, le fait quitter le monde des fleurs pour l'Inde. Shérif lui fait traverser la Méditerranée. Et Marmout, son frère de cœur, lui permet de réaliser sa série Mère et Fils, un témoignage puissant sur le sort des martyrs de la révolution égyptienne. Denis Dailleux serait-il, comme ces Égyptiens qu'il photographie, un photographe mendiant et orgueilleux, parce que l'on peut être pauvre mais élégant, vivre de peu mais être fier de sa destinée et de ce que l'on a construit avec les siens, droit et digne face à l'adversité. Observateur attentif de la société, il est avant tout un sociologue dont l'outil serait la photographie. Attiré par la sincérité de ses sujets, par leur vérité, il affirme qu'avec la photographie, on découpe le réel, on se reconstruit une vie qui peut être supportable. On ne sait pas si le passage à la photographie couleur l'a aidé à sortir d'une relation complexe avec le médium. Ce qui est certain, c'est que le doute et le renoncement n'ont jamais eu raison d'une passion portée au creux du ventre. Si la photographie a été peut-être un sésame pour sublimer son désir, l'humilité induite par sa pratique du 6-6 est surtout la marque du portraitiste admiré qu'il est devenu, dans la lignée des Diane Arbus, Richard Avedon, Irving Penn, Paul Strand qu'il chérit tant. Les ambiances de ces images lui rappellent-elles celles de l'église de son enfance, picturales, telles les fresques qui en ornaient les murs, où les sujets ont ce regard triste des destins tragiques. Aujourd'hui, dans sa maison de Pierrefitte, il travaille sur le livre rétrospectif de ses 30 années égyptiennes et rejoint autant que possible son autre terre promise, le Ghana, où il a trouvé un havre de paix et de joie face à l'Atlantique. Merci à Yannick Le Guillanton pour cet entretien, dont l'habillage musical est disponible dans notre magazine sur emeria.com et le prochain rendez-vous de L'Œil Écoute sera ensuite consacré à Jérémy Lampin. Bonjour Denis Dailleux. Bonjour Yannick. Merci d'avoir accepté cet entretien pour L'Œil Écoute. Denis, vous vivez en région parisienne, dans une petite maison avec son jardin à quelques stations RER de la gare du Nord. Vous vivez dans un quartier avec une grande mixité culturelle et sociale. Est-ce qu'il vous arrive de retrouver fugacement des ambiances, des parfums qui vous donnent envie de sortir votre appareil photo et de réaliser des portraits des habitants, de vos voisins, vous qui êtes un photographe de la périphérie plus qu'un photographe du centre? Alors moi j'adore vivre à Pierrefitte, au milieu de toutes ces cultures, mais par contre, l'idée de sortir mon appareil photo, ça me traverse même pas l'esprit pour le moment. J'observe la vie qui est autour de chez moi, toutes ces cultures, mais je ne fais qu'observer, et franchement, c'est pas du tout dans mes intentions.
Mais quand je prends le tram pour aller à Saint-Denis, je passe devant une HLM et là, j'avoue que j'aimerais bien documenter l'HLM et rentrer et me fidéliser avec plusieurs familles d'origines différentes et raconter qu'est-ce que c'est que leur vie, mais ça me semble impossible à faire. Vous renouez un peu avec une série que vous avez faite par le passé, dans l'Oise, à Persan-Beaumont. J'aimerais bien, mais je n'ai plus 30 ans et donc je n'ai plus cette énergie-là. Parce que le travail à Persan a été quand même long et un peu douloureux, difficile. Donc il faudrait que je sois maintenant épaulé, ou que ce soit une commande, ou sinon de moi-même j'aurais pas la force de le faire. C'est-à-dire qu'au départ, je rencontre des grands adolescents, enfin voilà, et je veux documenter leur vie, mais je m'aperçois très vite qu'il y a une limite et que les images ne sont pas bonnes, ils se mettent trop en scène, et ça je sais pas photographier, c'est-à-dire ils écoutent du rap, donc ils ont des codes, et ils lâchent rien, quoi. Donc je suis retombé sur mes pieds en photographiant les petits frères et les petites sœurs. C'est comme ça que ça s'est fait. Et là, j'ai vu qu'il se passait quelque chose d'intéressant et j'ai abandonné les grands frères, ou alors je faisais des photos pour eux, pour leur faire plaisir, et je le referais. Mais j'ai jamais trouvé qu'elles avaient une valeur artistique. Alors Denis, vous venez d'Anjou, d'un petit village pas très loin d'Angers. Vous vivez une enfance heureuse, connectée à la nature, plus qu'à l'école, dans une maison dans laquelle cohabitent 3 générations. Un milieu rural et un parcours qui ne vous prédestine pas forcément à une carrière de photographe. Quelles sont les images qui ont formé votre regard avant même que vous n'envisagiez de réaliser des photos ? Alors, il y a 2 types d'images. D'abord, mon village a fait l'objet d'une étude sociologique importante. Un professeur américain s'est installé, Laurence Willy, dans mon village pendant 10 ans avec ses étudiants, surtout des étudiants qui sont restés 10 ans et lui, il est resté 1 année. Et mes parents étaient amis avec un des étudiants qui s'appelait Jacob, et il photographiait, il peignait et il écrivait. Donc, dès ma naissance, j'ai des traces de moi, enfant, bébé même. Il a commencé à me photographier à ma naissance et pendant plusieurs années. Donc j'ai passé beaucoup de temps à observer les planches contact. Et je pense que évidemment ça m'a fasciné. Et c'est même à un point où ma sœur, qui est née 4 ans après moi, n'a pas cette trace. Et des fois elle me dit elle m'en veut un peu, elle me dit t'as de la chance. Et moi j'ai peu de photos de moi et toi t'as beaucoup de photos. Donc à la fin de ces 10 années, ils ont publié un livre qui est étudié dans toutes les facs de sociologie qui s'appelle Chance au village d'Anjou, et je suis en photo dedans. Je danse avec mes petites copines. Donc vous aviez un rapport photographique avec cet étudiant qui est le même que celui que les parents peuvent entretenir aujourd'hui avec leur enfant en faisant des milliers de clichés pendant... Oui, j'ai cette chance parce que je suis d'une génération où on photographiait pas les enfants. Bon, il y avait quelques familles qui avaient un appareil photo, mais très très peu, on va dire. Les bourgeois du village, mais moi je suis pas dans un village où il y avait pas de bourgeois. Je viens des Mauges, je suis dans un village qui est limitrophe. Les Mauges, c'est un esprit vendéen, c'est pas très riche, quoi. Donc il y avait pas de famille très riche dans mon village. Et plus tard, quels sont les photographes qui ont participé à la construction de votre regard, à partir du moment où vous êtes intéressé à la photographie? Alors ils sont tous américains, donc je dirais en premier Yann Arbus, Avedon, Richard Avedon et Irving Penn, c'est les trois photographes. Après, il y a eu Paul Strand que j'ai peut-être découvert après, mais c'est les trois vraiment. C'est quand j'ai commencé mon travail vraiment d'auteur dans mon village, j'étais obsédé par leur photographie, quoi. J'y pensais beaucoup en me disant qu'il fallait pas que je les plagie. C'était ça mon inquiétude. Alors c'est amusant parce que Irving Penn, si je ne me trompe pas, a fait un livre sur les petits métiers. Oui. Mais à Paris.
À Paris, oui, oui, C'est bien sûr. magnifique. Ouais. Mais c'est peut-être quelque chose aussi qui vous a inspiré par la suite. Non, c'est l'œuvre. J'étais en admiration devant toute l'œuvre. Et même Avdon, où alors je suis à des années-lumière d'Avdon, mais ça me fascine. Il y a une puissance dans ses portraits qui m'ébranle, quoi. Et bon, après, moi je fais avec ce que je suis. Et au départ, quand on commence un travail d'auteur, on peut que douter parce qu'on sait pas, c'était pas intentionnel. C'est-à-dire que je n'ai pas en amont décidé si. Je me suis mis des règles, je me suis imposé des choses et c'est en faisant que les choses se révèlent, quoi. Donc c'est comme ça que ça se passe. Donc c'est un peu vertigineux parce que j'avançais et j'avais quand même besoin de montrer un peu mon travail, un peu beaucoup, mais j'avais que quelques amis qui sortaient des Beaux-Arts qui étaient capables de me dire si c'était bien ou pas. Et justement, vos débuts en photographie se font dans la douleur. Vous recherchez vos marques, votre format, et vous n'êtes pas un érudit de la technique, mais vous êtes opiniâtre. Qu'est-ce qui vous a donné la force de poursuivre votre travail face à l'adversité et d'entreprendre la série sur les gens de votre village à Chanzeau, Persan-Beaumont, et également la série sur votre tante Juliette que vous amorcez à cette époque-là? C'est-à-dire que quand même ça a duré, on peut dire que ces travaux ont duré pendant une période de 10 ans, et c'est pas aussi simple que ça, parce que pendant cette période, j'ai voulu arrêter la photographie 2 fois, voire 3 fois. Où j'ai dit bon voilà, je suis allé au bout et j'y arriverai pas, quoi. C'est-à-dire qu'il y avait quand même quand je dis le doute, ça allait très très loin. C'est-à-dire que j'annonçais carrément à tout le monde que c'était fini et que voilà, que j'allais passer à autre chose. J'allais faire le deuil. Et quand je commençais à penser à l'idée du deuil, ça devenait insupportable. Mais vraiment, j'en avais mal au ventre, quoi. Donc je me disais, écoute, t'as pas le choix, puisque ma vie était difficile matériellement. J'avais un petit salaire, je vivais dans une chambre de bonne. Qu'est-ce que vous faisiez? Vous étiez pas photographe professionnel à cette époque-là? C'est-à-dire que moi, je suis un provincial qui monte à Paris dans l'intention de devenir photographe, et j'y arrive pas, et je deviens fleuriste. C'était ma première formation, j'avais fait une école d'horticulture plus une formation de fleuriste, mais je n'avais jamais exercé. Parce que, à l'époque, le métier de fleuriste, moi je considérais que c'était ringard, quoi. Et quand je voyais les fleuristes de province, j'en étais malade, quoi. Donc je me disais, mais mon Dieu, comment je vais faire même si, parce que j'avais commencé à me confronter au monde de l'art, et donc je voyais que c'était vraiment pas possible, parce que dans la province, j'ai travaillé, c'était mettre des nœuds dans les cyclamènes. Donc là, je tenais une journée, quoi. À l'époque, je jouais dans un groupe de rock à Angers, donc entre mes potes qui sortaient des Beaux-Arts et moi qui passais ma journée à mettre des rubans dans des pots de cyclamène, le soir je pleurais, quoi. Donc je suis arrivé à Paris et puis le hasard a fait que j'ai rencontré Christian Tortu, qui était un jeune fleuriste, qui était pas du tout connu et qui est devenu un très grand fleuriste, et ça a été ma chance parce que j'ai tout appris avec lui. Après, j'ai dit à Christian qui j'étais, que je voulais être photographe, et je pense que ça lui a plu. J'ai été honnête. Mais en même temps, je suis resté 10 ans chez lui. Et j'ai eu cette chance, parce que chez lui, il a donné les lettres de noblesse au métier. C'est un métier formidable, mais dur. Parce que les gens, ils rentrent dans une boutique, ils disent « Ah, c'est formidable !» Venez, vous verrez. Alors c'est peut-être un trait de votre personnalité, l'opiniâtreté, puisque vous présentez vos photos à la rédaction de Libération, vous travaillez avec eux progressivement. Oui, c'est-à-dire qu'au début, j'avais quelques commandes, mais c'est pas avec une pige. On est très heureux, mais la pige est tellement peu élevée que on est un peu affolé, quoi, parce qu'il faut en faire beaucoup, beaucoup pour pouvoir vivre. C'est eux qui m'ont donné ma chance, et donc même quand j'ai commencé à travailler comme photographe, j'avais gardé mon métier de fleuriste. Et puis petit à petit, les autres rédactions m'ont donné aussi ma chance. Et puis après, j'ai eu des reportages, je suis parti à l'étranger, et c'était inespéré. Et donc, vous partez là pour le coup pour des reportages complets en Iran, au Mexique, au Yémen, en Inde, pour la presse nationale et internationale. Est-ce que vous pourriez nous éclairer sur l'une des commandes que vous avez réalisées à cette époque-là et nous expliquer comment cela se déroule, puisque on ne l'a pas précisé, mais vous avez intégré également l'agence Vue en 1995. Quand je suis rentré à l'agence Vue, déjà c'était complètement inespéré. Donc, ça a été vraiment un cadeau pour moi incroyable. Et par contre, ils m'ont dit surtout ne quitte pas ton travail, ce qui me semblait impossible. Donc j'ai quand même quitté mon travail assez rapidement, parce que si on prend pas de risque dans la vie, on n'arrive à rien, quoi. Donc il faut y aller. À un moment donné, il faut se jeter à l'eau. Donc je l'ai fait.
Et puis, grâce à l'agence Vue, par exemple, je me suis retrouvé à partir en Inde avec une commande de Newsweek. Alors là, c'était vraiment fabuleux. Et En quoi ça consistait exactement? c'est-à-dire que là, c'était vraiment très émouvant parce que je suis allé dans le Gujarat et j'ai photographié les traces d'un pogrom. Le pogrom avait eu lieu 1 an avant l'arrivée de la journaliste et de moi. Et c'était un massacre de musulmans par des hindous. Et vraiment, ça m'a beaucoup marqué, quoi. Alors, ce qui m'a aussi fasciné, c'est d'arriver dans un pays frère. J'avais commencé mon travail en Égypte. Les premières réflexions, je me suis dit, je suis chez les cousins. En même temps, c'est pas les mêmes gens. Les Égyptiens sont plus excentriques. On est plus dans le théâtre. C'est pour ça que je préfère l'Égypte. Mais j'aime l'Inde, mais c'est plus calme. Voilà, il y a une douceur en Inde. Et puis, on sait très bien que quand, malheureusement, Il y a des tensions ethniques, hein, voilà, ou quand le religieuses. pire arrive, c'est le pire, quoi. Enfin, c'est le paroxysme du pire. Et comment ça se passait concrètement cette commande? J'ai dû passer 4 jours à photographier, aller dans les quartiers, voir les gens qui avaient subi ces massacres, et essayer de travailler sur ces traces. C'était difficile. Donc vous travaillez évidemment en argentique avec cette journaliste qui est là pour faire son papier. Et les images repartent directement le soir, les bobines repartent. C'est-à-dire que tous les soirs, j'allais chez DHL et c'était absolument fascinant. Et j'allais envoyer mes petites pellicules. Et j'ai l'impression que je vous parle du Moyen Âge, quoi. Donc c'est vraiment fascinant. Et comme je suis pas passé au numérique, donc je peux pas parler des commandes actuelles puisque j'en ai plus, entre autres. Alors bien évidemment, vous êtes connu et reconnu pour un corpus conséquent que vous avez réalisé sur l'Égypte pendant près de 20 ans. Vous dressez une forme de portrait en creux de la société égyptienne avec vos images du petit peuple qui constitue l'âme de ce pays. Et vous réalisez aussi 2 séries importantes, Les Martyrs de la Révolution, suite à la Révolution de janvier 2011, et Mère et Fils, où apparaissent sur une même image des fils torse nus au corps d'athlètes et des mères souvent voilées. Avant de nous parler de ces 2 dernières séries, pourquoi avez-vous travaillé de façon quasi exclusive sur cette population d'extraction modeste, et n'avez-vous pas choisi de traiter ces portraits de façon plus globale en incluant d'autres milieux sociaux? Alors déjà, pour la première chose qu'il faut savoir, je suis allé en Égypte parce que je suis tombé amoureux d'un Égyptien à Paris. Donc ça, c'est déjà vraiment la première chose. C'est-à-dire, je n'avais pas voyagé, pratiquement pas. Et quand je suis arrivé au Caire, je suis tombé amoureux du Caire tout de suite. Mais vraiment, au moment où je suis arrivé au Caire, j'ai senti quelque chose de très fort. Déjà l'odeur, je me souviens, même en sortant de l'avion, j'ai aimé l'odeur. Et puis après, j'ai observé la ville. Et quand je suis arrivé et que c'est le portier de Bawab, puisque en Égypte, il y a des portiers partout. Et bon, il s'appelle Bawab parce que Bab, c'est la porte. Donc voilà. Et que chaque immeuble a 1 à 3 bawabs. Déjà, le bawab nubien, j'étais complètement renversé. Voilà. Et il s'avère que Chérif vient d'un milieu bourgeois et que j'ai tout simplement d'abord connu son milieu bourgeois, les clubs privés, la belle vie le long du Nil. Alors j'ai trouvé ça fantastique, mais très très vite j'ai étouffé. Et j'ai dit à Chérif, moi je m'ennuie, c'est sclérosant ces vies, quoi. Et donc je voulais juste aller voir la vie et pas spécialement les pauvres, quoi. Je voulais juste aller là où je sentais que c'était plus joyeux et moins où tout était possible. Bien sûr. Donc je me suis jamais dit je vais photographier les gens du peuple. Ça s'est fait d'une manière. Après c'est mes origines, donc c'est facile pour moi. Oui, il y avait une forme d'empathie également dans les gens que vous pouviez photographier. Il y a un effet de miroir qui se perd. Après bon, j'ai eu une enfance où j'ai été blessé, un peu. Voilà, donc un peu humilié. Donc je m'identifie facilement à celui qu'on monte du doigt, quoi. C'est pas compliqué pour moi, ça se fait tout de suite. Alors les bourgeois, comment dire, moi j'aime bien. Vous les avez peut-être plus photographiés dans le cadre de portraits, en l'occurrence de commandes. Oui, après je peux avoir une fascination pour l'aristocratie. Parce que c'est la culture, c'est le savoir, et je peux être admiratif. Complètement. Par exemple, je sais pas, je peux passer des soirées à regarder des vidéos et écouter Marguerite Yourcenar.
je vais à l'extrême. Et puis après, j'irai courir dans toutes les rues du Caire pendant des jours et des jours, à n'en plus finir. Et puis je rentrerai chez moi et j'écouterai Marguerite Yourcenar. Voilà, j'aime bien ça, voilà. Mais par contre, les petits bourgeois, franchement, j'ai pas vraiment une grande attirance. J'ai l'impression que je serais ironique, je serais pas très gentil, quoi. Mais les Égyptiens peuvent être aristocrates, justement, puisque Albert Cossery a écrit Mendiant et orgueilleux. En une phrase, tout est dit sur le peuple égyptien. Oui, et d'ailleurs, souvent dans vos photos, même si on comprend d'où viennent les gens que vous photographiez, c'est-à-dire du peuple, des ouvriers, des potiers ou des paysans parfois, il y a une forme de beauté aristocrate dans l'image que vous réalisez. Ils le sont, et je mets aussi, je fais tout pour qu'ils le soient encore plus. Mais c'est aussi ce que j'ai connu enfant, parce que moi j'ai des origines très modestes, et on peut dire que j'ai été très impressionné par mes grands-oncles, mes grandes-tantes, mes grands-parents, et ils étaient presque tous, pas tous, mais presque tous métayers. C'est-à-dire que vraiment, c'est des paysans sans terre, quoi. Hein. Donc, mais alors quelle noblesse. Donc, ils m'ont beaucoup impressionné. Et je les trouvais beaux, dignes. Ah oui, élégants, mais ils étaient vraiment beaux aussi. Et puis, ils avaient une élégance folle. Ils étaient fiers, un peu orgueilleux, même, je dirais. Voilà, on avait son quant à soi. Et j'étais très impressionné. Alors, très modeste, hein. Mais bon, c'est peut-être ça la vraie classe, quoi. Je les trouvais d'une élégance folle, et oui, j'étais en admiration. Hein. J'allais chez mes tantes et j'adorais, quoi. Je courais. Et puis il y avait de l'amour aussi, donc je recevais beaucoup d'amour et j'étais aimé. Donc bien sûr que je m'y sentais comme un poisson dans l'eau, quoi. Donc ouais, je recherche tout le temps ça, quoi. Et pour revenir cette fois à la révolution de 2011, vous résidiez en Égypte à ce moment-là, ça s'est imposé à vous ce travail, mais rétrospectivement, puisque vous avez été témoin en fait du soulèvement et de la révolution. Ça s'est passé comme ça, j'étais là le premier jour où il y a eu le soulèvement, c'était, je sais pas, 2 ou 3 jours avant puisque la révolution c'est le 25 janvier 2011, mais bon, le soulèvement c'est 2 ou 3 jours avant, maintenant je sais plus. Et j'étais chez moi avec un ami français, Jackie, et on a entendu des clameurs dans la rue, et on est sorti juste voir. Et puis j'ai été pris dans ce bain de foule, et j'ai assisté à des scènes très violentes, et j'étais sidéré, quoi, parce que je voyais, mais en aucun cas j'ai eu envie de courir, parce que je me vois déjà pas comme photoreporter, c'est pas du tout mon point de vue. Alors c'est étonnant parce que malgré tout vous avez fait du reportage. Oui, mais pas cette forme de reportage. La violence me fait peur. Donc vous n'auriez pas été un photographe de terrain de conflit, un photographe de guerre, c'était pas possible pour vous. C'est aux antipodes de ma personnalité, quoi. C'est vraiment non, j'y ai pensé dans des moments de désespoir. Quand je voyais que j'allais jamais y arriver, je me suis dit bah je pars à la guerre. Parce que je me suis dit bon bah allons pire, quoi. C'est-à-dire que vous envisagez à ce moment-là votre métier comme quasiment celui d'un conscrit qui part sur le front. Ouais, oui, enfin, je me disais, faut que je prenne tous les risques. Je me disais, mais comment je vais y arriver, quoi? Comment je vais faire? Et ça m'occupait pendant des heures. Voilà, j'étais très seul aussi, hein. C'est-à-dire, il y a une chose que je dis rarement, c'est que plus on rate, moins on a d'amis, hein. C'est-à-dire que quand je suis arrivé à Paris, j'avais des amis, ils m'ont tous lâché, hein. Vous en avez retrouvé d'autres par la suite? Bien sûr, maintenant j'en ai. Mais en fin de compte, on devient pathétique. On rencontre les gens et puis tu veux faire quoi? Bah je vais faire de la photo, et puis quand ils voient que ils se disent bah le pauvre, franchement ça va être difficile. Ça va être difficile pour lui, quoi. Et puis bon non, du coup on n'est pas intéressant pour l'autre. Après on est intéressant quand on est un peu plus connu, voilà, là on devient comme par hasard intéressant, on est le même, hein. Mais quand voilà, on a un petit boulot manuel, tout ça n'est pas très bien considéré, c'est une petite main, quoi. Donc c'est pas grand chose, quoi. Et donc les gens se détournent de vous. Donc il y a eu un moment donné, j'avais très peu de monde autour de moi, hein. Donc j'avais le temps de réfléchir. J'avais aussi le temps de rêver. J'ai toujours beaucoup rêvé, hein. Donc j'ai dû passer mon enfance à rêver. Puis j'ai toujours continué, quoi.
Pour revenir à la série sur la Révolution, vous avez amorcé ce travail combien de temps après les événements? Alors j'ai vécu les événements sans faire de photos, j'ai été extrêmement impressionné parce que j'ai vu des garçons aller mourir devant moi, et après j'ai vu des garçons des quartiers populaires arriver avec la photo de leur ami mort, et c'est en voyant ces photos des amis morts que je me suis dit, il faut que je fasse quelque chose pour ceux qui sont morts. Et j'ai commencé en me disant que j'allais faire un diptyque, c'est-à-dire photographier les parents, leur rendre hommage, et surtout pas les parents qui tenaient la photo de l'enfant, donc c'était à la fois les parents, à la fois la photo de l'enfant. Et puis après je me suis dit non, il faut que je passe au triptyque, puisque mon idée c'était d'ouvrir la fenêtre de la chambre du martyr pour dire qu'est-ce que voyait un martyr pendant la Révolution de sa fenêtre. Et comme ça donne une idée de ce que c'est l'architecture des quartiers populaires, qui est assez laide au Caire, mais en même temps que je trouve magique grâce aux Égyptiens. Les Égyptiens rendent les lieux extraordinaires, mais voilà. C'est-à-dire, c'était peut-être aussi une façon de matérialiser l'avenir incertain qu'on leur proposait. Oui, je voulais que ces photos soient parlantes d'une difficulté de vivre. Qu'est-ce que c'est qu'un quartier populaire? Parce qu'on peut me reprocher de faire des photos belles. Alors là, je me suis dit, je vais pas faire des photos belles, quoi. Je vais vraiment juste faire des photos plus objectives, même si ça n'existe pas, je le sais, hein, mais quand même. Donc mise en scène malgré tout. C'est-à-dire qu'il y a eu des fois où j'ouvrais la fenêtre, il y avait un mur en face. Ça, je fais pas. C'est pas possible, vraiment. Donc là, j'allais sur le toit, ou j'allais dans la rue, mais un mur en face, je pourrais le faire, hein, ça pourrait être très plasticien, très conceptuel, hein. Plasticien, c'est sûr, mais non, c'est impossible, quoi. Donc c'est terrible. Je l'ai vécu une ou deux fois, je crois, où il y avait rien à photographier, et ça, je peux pas, c'est impossible. Là, je disais non, c'est pas possible, je peux pas faire la photo. Mais voilà, je suis parti sur ce triptyque. Mais ce qui s'est passé, oui, ce que je voulais dire, c'est que la série s'est faite grâce à la rencontre d'un garçon exceptionnel, Mahmoud Farag, et je l'ai rencontré 1 an après la Révolution. Et c'est lui qui a eu accès à un fichier de martyrs, et c'est grâce à lui que j'ai rencontré les familles. La chance que j'ai eue, malheureusement, dans cette attente qui était douloureuse, parce que je voulais absolument faire ce travail, j'étais en train d'abandonner aussi quand j'ai rencontré Mahmoud, j'étais désespéré. Mais en même temps, quand nous sommes arrivés chez les familles, la plupart des familles avaient rendu l'hommage à leur fils ou leur fille. C'est-à-dire qu'il y avait des photos partout, des installations, et parfois il y avait rien, ce qui est très très rare quand même, très très rare. Mais des fois, quand il y avait rien, par exemple, une fois on est arrivé dans l'appartement, mais l'appartement était dévasté. Donc les Égyptiens, des fois, on se dit, mais waouh, c'est rock'n'roll, hein. C'est-à-dire que tout est dévasté, mais à un point inouï, quoi. Même la porte des toilettes est défoncée, et pourtant toute la famille est là, hein. Donc là, cette maman, je lui ai dit, s'il vous plaît, et elle a sorti le cadre de son fils d'un tiroir, et que j'ai mis en scène avec du pain, et le pain, vraiment, la haïch, ça veut dire la vie, quoi. Vraiment le pain égyptien, qui symbolise tout, quoi. Non, j'ai fait une petite composition comme ça, une petite nature morte, mais les autres, j'avais même pas besoin de composer, quoi. C'est-à-dire que c'était là, et ça, c'était parce que ça faisait 1 an que... Mais aussi, ce qui était fou, c'est que, ce qui est normal, hein, la douleur était la même. 1 an après, aucun deuil n'a été fait. Encore que c'est plus compliqué, parce que j'ai été surpris de voir 2 parents que j'ai pas senti sincères. Sur leur oui. Un père, que je n'ai pas senti sincère, et puis une mère. Et c'est même tellement fort que moi j'ai senti qu'elle me mentait, qu'elle se mettait en scène, elle jouait, c'était un film, une comédie italienne. Moi j'ai adoré le cinéma italien dans les années 80, je n'ai fait que de revivre ça au Caire. Et je me suis dit, quelle dramaturgie, quoi. La photo est belle, hein. Et puis en sortant, mon arabe est franchement pas terrible, hein. En sortant, j'ai dit à Mahmoud, mais elle est fausse cette dame. Mais Mahmoud m'a dit, mais oui. Toute l'interview était fausse. Elle n'a fait que de me mentir, que de me manipuler. Et quand on s'est retourné dans la rue, elle était sur sa terrasse et elle a enlevé sa robe noire pour dévoiler une robe de couleur. Ah voilà, c'était là du cinéma italien, hein, vraiment. Et pour quelle raison d'après vous? Mais elle avait pas de chagrin. Toutes les mères sont pas maternelles. Non, elle avait pas de chagrin. Et je pense qu'après, non seulement elle avait pas de chagrin, mais elle cherchait l'argent après à tirer le profit de la mort de son fils. Et ça, sur l'argent, un autre père, parce qu'on parlait beaucoup de ça aussi, comment l'État intervenait, on posait des questions sur comment ils vivaient, parce que je disais à Mahmoud, il faut qu'on parle de leurs conditions de vie, qu'est-ce qu'ils gagnent, ou comment ils gagnent, c'est important, ça part d'une révolution, donc ça m'intéressait. Et pour le coup, c'est un travail réellement politique. Bien sûr, c'était mon intention.
Moi, je l'ai pas fait pour les Français. Je disais à Mahmoud, je veux que ce travail-là soit fait pour les Égyptiens. Mais j'ai pas eu de chance parce que le livre devait être fait chez Lamartinière avec une traduction en arabe. Et puis Hervé Lamartinière a dit ça intéressera personne. Par contre, l'équipe artistique était partante, donc on allait faire un livret en arabe. C'était ça mon intention. Et le livre s'est fait grâce au Bec en l'air, grâce à Fabienne Pavia. Je la remercie infiniment. Mais je me disais, il faut que ça soit une trace pour l'Égypte. C'est vraiment comme malheureusement Mahmoud est mort après avoir fait ce travail. Tout s'est dérobé. C'était un travail pour moi atroce. Vraiment. Mais il en reste quelque chose, malgré tout, avec ce livre. Je suis content, mais bon, il est passé ici, malheureusement, c'est pas en Égypte, parce que ce qui serait intéressant, c'est que ce livre soit dans la main des Égyptiens dans 100 ans. Qu'est-ce que c'est que leur vie? C'était ça mon intention avec Mahmoud. J'ai dit, tu te poses des questions vraiment sur des choses vraiment tangibles, ce qu'on sache vraiment des choses matérielles. Voilà. Et c'est vrai qu'il y a un père ou deux pères, et du coup, je les ai pas photographiés. Je les ai photographiés par politesse avec leurs femmes, et puis très vite, je les ai évacués. Et j'ai gardé la photo que les mamans, que des mamans. Parce que les mamans, j'ai senti tellement sincères. De toute façon, déjà, on arrivait, certaines, elles étaient en larmes, déjà, dès en arrivant. Donc, je voyais leurs yeux humides, quoi. Donc, mais ce que je veux dire, je pense pas délirer, parce que à chaque fois que j'ai une intuition, eh bien, j'en ai parlé à Mahmoud en sortant, et Mahmoud m'a dit, t'as raison. Enfin, c'est même pas, il m'a dit, t'as raison. Il me disait, j'ai ressenti la même chose que toi. Mais après, on était très connectés avec Mahmoud. On était un peu frères. Donc, c'est comme on s'aimait. Donc, on s'était trouvés. J'aurais accepté que Mahmoud me dise, mais non, Denis, tu délires totalement. Mais on s'est dit que, toutes les mamans sont pas maternelles et que tous les papas sont pas paternels. Et ça existe. Dans votre autre série, Mère et Fils, est-ce que vous recherchez ce rapport de maternité entre un fils et sa mère? Qu'est-ce qui est à la base de ce c'est une projection, mais ce que je recherche, c'est venu, mais c'est pas la base de mon travail. Hein. En fin de compte, ça vient. Bien sûr, je veux parler d'un amour filial, c'est en filigrane. Mais au départ, c'est pas ça. Si je suis vraiment sincère et que je veux pas broder, c'est comment parler de mon désir en le sublimant. Ça m'obsédait depuis longtemps. Comment on fait pour parler de son désir? Parce que quand j'ai découvert la photographie, un des premiers photographes que j'ai découvert quand j'avais 20 ans, et que j'étais plutôt un homosexuel honteux, c'est Robert Mapplethorpe. Bien sûr que ça m'a impressionné. Je me suis dit, oh waouh, comment lui il s'est libéré, j'étais fasciné. Et comment il parlait de sa sexualité. D'une manière vraiment frontale. Et moi, j'étais pudique parce que trop un enfant trop religieux, donc du coup beaucoup de tabous. Et donc je ne fais que passer mon temps à déverrouiller les tabous. Je ne fais que ça j'y suis allé. Hein. Bon, après il y a une analyse qui aide, mais ça m'a beaucoup impressionné. Je me suis dit waouh, de son désir, il en fait une œuvre d'art. Et moi, je trouvais que si je photographiais un homme que je désirais, la photo était vide, absolument vide. Je me disais, mince, pourquoi j'y arrive pas ça se concrétise pas. Moi, on me pose beaucoup de questions, on me titille là-dessus, mais ce qui est vraiment incroyable, c'est qu'on n'a jamais embêté ce photographe allemand qui adorait les femmes. Helmut Newton. Newton, oui, bien sûr. Là, on lui cherchait pas des poux dans la tête, mais quand on est homosexuel, tout de suite, on veut en savoir plus, comme si, voilà, il y avait un jugement moral. Mais même Sieff, il a photographié, le derrière des femmes, de manière, tout le monde trouvait ça. Après, c'est vrai que les photographes qui ont travaillé ou dans la mode ou sur les femmes sont très nombreux. Très nombreux, et on trouve ça tout à fait normal. On va pas leur poser des questions en se disant, ah ouais, mais là, par contre, les homosexuels, là, tout d'un coup, c'est plus suspicieux, quoi. On se dit, tiens, ah ouais, t'as vu, je vois pas le problème, quoi. Donc c'est ça, mon idée de départ, c'est comment je peux sublimer mon désir et que ce soit pertinent. Donc j'ai eu cette idée du garçon près de sa maman,
Bon, peut-être que c'est cousu de fil blanc, ça ne fait que de parler de ma propre relation avec ma mère, quoi. Hein, donc. Et il me semble, enfin, vous allez me dire si je me trompe, mais ça met aussi en relation des éléments assez antinomiques, l'intérieur, l'extérieur, le public, l'intime, l'être, le paraître. Est-ce que c'était inclus dans votre démarche ou vous n'y avez pas du tout pensé? C'est-à-dire que non, je peux pas y penser parce que moi, ça a été très dur d'avoir l'acceptation des garçons, parce que certains me rayonnaient, ce qui est normal. Bah, pourquoi tu veux venir chez moi? Après, ceux qui acceptaient étaient merveilleux. C'est-à-dire qu'ils, allez, bah viens. Mais moi, je découvrais les mamans. J'ai pas choisi une maman, j'ai choisi les garçons. Donc si la maman avait le niqab, bah, c'était comme ça. Donc du coup, il y a un côté sociologique dans le travail, malgré moi. C'est-à-dire, je dis voilà ce qu'est l'Égypte à un moment donné. Après, j'ai fait attention pour qu'il y ait quelques Coptes. J'ai fait attention juste à ça, pour que ce soit quand même équilibré. Oui, parce que je suis dans un pays où il y a 10% des Égyptiens qui sont Coptes, donc je trouvais ça un peu important qu'ils soient dans le livre. Donc je cherchais des Coptes, donc je suis allé dans les quartiers Coptes. Alors je me suis un peu planté parce que quand on parle de l'image et tout, effectivement, ce qui est formidable, c'est que quand on arrive chez des Coptes, j'allais dire un mot vraiment vulgaire presque, ça a des gueules d'image et ça en est même insupportable à la fin. On sait même plus où mettre les yeux. Alors du coup, on trouve les univers musulmans formidables. Tout d'un coup, on est en repos chez les musulmans. C'est bien. Parce que c'est plus sobre, pour le coup. Ah bah oui, et quelque part, il y a plus de goût, quoi. Et chez les Coptes, moi, j'adore en même temps les icônes, j'adore ça, parce que j'ai été élevé, mais j'ai pas été élevé non plus, je suis pas un orthodoxe. Mais ça me fascine. Mais des fois, on est dans le kitsch, mais alors bon, on en rit, quoi. C'est-à-dire, on arrive, c'est vraiment insupportable. Mais bon, c'est pas grave, c'est très drôle. Mais ce que je veux dire, c'est que quand je suis arrivé dans les quartiers Coptes pour chercher les mamans, je me suis dit, ça va être plus facile. Parce que les Coptes, ils adorent les images. Eh ben non, c'était par des fois difficile. Parce que les Coptes, ils viennent tous, enfin, comme beaucoup d'Égyptiens, ils viennent du sud, du Saïd, hein, voilà, des paysans. Et donc, du coup, quand j'ai posé la question aux Coptes, quand j'étais dans des quartiers très très populaires, comme chez les chiffonniers, où le cœur où travaillait Sœur Emmanuel, quand on est au cœur des chiffonniers, c'est vraiment, il y a un petit ghetto Copte, qui est tout petit, mais il y en a un. Et j'ai compris très vite que quand ils me disaient ma maman, mais alors là, il y a l'archaïsme de la mère, et les gars me disaient, mais jamais, parce que la mère, c'est protégé, on touche pas à la mère, c'est vraiment une icône impensable. Donc, comme quoi, on va dire, oui, les musulmans, mais en fin de compte, non, c'est la réalité est beaucoup plus complexe. Et là, c'était complexe parce que c'était les origines paysannes. D'accord. C'est-à-dire que c'est plus un affrontement entre la ville et la campagne, oui, plutôt qu'un phénomène religieux. Et là, je parle des Coptes, mais c'est vrai qu'il y a des garçons qui m'ont dit « ma maman apporte le niqab, tu viendras pas chez moi ». Après, il y en a qui m'ont dit « ma maman apporte le niqab » et la maman a adoré se faire photographier, ce qui est extraordinaire. Vraiment, c'est-à-dire la maman est contente d'être en photo près de son fils, elle est fière. Après, on n'est pas dans sa tête, hein, donc parce que la première maman que j'ai photographiée, c'est son choix. C'est elle qui a décidé de porter le niqab. Son mari était mort, c'est son choix. Elle n'était pas victime en fait d'une forme d'oppression. Non, puis la preuve, c'est que son mari était mort depuis longtemps. Elle arrivait, si ça avait été le mari, elle aurait enlevé son niqab. Hein. Donc non, mon ami m'a dit, lui il est pas spécialement très religieux d'ailleurs, et elle m'a dit, c'est son choix depuis son mariage, elle a voulu s'extraire. Ça arrive dans beaucoup de familles en Égypte. Hein. Alors, Denis, je rebondis sur un point que vous avez évoqué à l'instant, c'est la religion. Vous travaillez avec un appareil 6.6, un appareil qui impose une forme d'humilité lorsque l'on se trouve face à son sujet, puisque le viseur est placé au-dessus du boîtier et que vous devez incliner la tête. L'humilité, c'est aussi une vertu spirituelle, religieuse. Est-ce que vous, lorsque vous photographiez l'Égypte pastorale avec ses bergers, ou que vous construisez votre hommage aux martyrs de la place Tahrir sous une forme de triptyque, ça ne fait pas ressurgir chez vous des images saintes de votre enfance? C'est une évidence parce que j'étais un enfant très religieux et j'allais pas à la messe, mais je courais à la messe. Donc quand j'ai arrêté d'aller à la messe, c'était un peu tardivement, mais vers 14-15 ans, j'ai décidé de plus y aller, mais j'y allais tous les dimanches avec ma grand-mère et en plus j'étais enfant de chœur, quoi. Donc et c'était un rituel qui me fascinait parce que déjà
Mon village donc est extrêmement catholique et le village est pas énorme, mais l'église est monumentale. Et comme mon village a été victime des guerres de Vendée et qu'il y a eu un massacre et le village a été décimé, il y a des fresques partout et qui représentent les martyrs de mon village qui vont mourir dignement. Ils sont très dignes justement encore. Ils sont là, ils s'affrontent la mort. Et alors un enfant comme moi qui a été fasciné par les images, j'étais très très impressionné. Et puis ça a participé aussi à votre construction. Évidemment, mon missel était plein d'images. J'allais à la messe pour rêver, quoi. C'est-à-dire, je me laissais bercer par les chants. J'observais beaucoup les bouquets de fleurs, par exemple. Il y avait l'encens, ça me renversait. Enfin, tout me renversait. Enfin, quand j'y allais pour le spectacle, pour le mystère aussi, c'est-à-dire l'incarnation du Christ. Alors là, le sang, le corps. Alors là, je sortais de là. J'étais complètement mystique, quoi. Je décollais totalement. Et d'ailleurs, je décollais tellement que je me souviens, ma grand-mère elle me regardait en riant. Elle disait il adore. Elle disait à ses copines, parce qu'elle m'aimait, voilà, ma grand-mère, on s'aimait, quoi. Et oui, elle disait ah oui, il adore chanter. Ma mère elle disait qu'il chante mal, mais ma grand-mère elle me voyait, je crois avec beaucoup d'amour quand même. Elle me voyait dans cette fusion que j'avais. Je me souviens. Et elle se moquait un peu d'ailleurs de moi, mais évidemment extrêmement gentiment, quoi. Mais parce que j'étais totalement fasciné. Après, peut-être que j'ai eu l'idée d'être prêtre, ça m'a traversé, mais pas beaucoup. Mais je trouvais que comme j'aimais beaucoup mon village, et quand je passais près du presbytère qui était près de l'église et que je voyais le prêtre, bon, manque de peau, il était pas très sympathique, mais bon, voilà, il m'a beaucoup marqué, lui, et que je le voyais comme ça dans son jardin avec son bréviaire, en train de rêver, je me disais oh là là, et que je voyais mon père partir au travail et tous les gens qui avaient des boulots laborieux, je me disais mais c'est lui qui est enviable. Je rêvais totalement. Et après j'ai lu la faute de l'abbé Mouret de Zola, je me suis dit waouh là là, lui il va jusqu'à la jouissance. Et puis les plantes, et puis je me disais mais c'est ça qui est enviable, c'est pas la vie qu'on me prépare, quoi. Parce que une préparation de la vie éternelle, en fait, c'était un peu Non, il y avait une sensualité qu'il y avait pas. Moi, j'avais peur de ce qui m'attendait puisque c'était une vie de labeur. Alors ça m'inquiétait beaucoup. Hein. Je me disais, comment je vais faire pour échapper à ça, quoi. Et être curé, c'est formidable. Mais bon, j'ai vite compris que non, ça allait pas marcher. Non. Et dans vos portraits au cadrage serré, qu'il s'agisse de l'Égypte, du Ghana ou même de la France, les travaux qu'on a évoqués tout à l'heure, il y a peu d'éléments qui témoignent de la mondialisation, de la modernité, ce qui donne une forme de classicisme à vos images. Le temps est comme suspendu. Est-ce que vous êtes sensible aux éléments qui pourraient dater votre travail ? En fin de compte, c'est vrai que si vous regardez mes photos, par exemple, il n'y a jamais de voiture. Mm-hmm. Il y en a qu'une. Jamais de téléviseur, jamais de téléphone portable. Je les élimine. Ce qui est formidable, c'est qu'avec la photographie, on découpe le réel et on en fait ce qu'on veut. Alors ça, j'adore. C'est-à-dire qu'on se reconstruit une vie qui est supportable. Enfin, qui peut être supportable pour moi. Donc je me réinvente un monde dans lequel je pourrais être heureux, quoi. Alors bon, c'est vrai que au départ, en Égypte, on m'a dit que mes images étaient picturales, mais c'est en faisant que j'ai vu. Mais par exemple, je peux dire un petit truc qui est technique, c'est j'ai toujours évacué les néons. Le fait d'évacuer les néons, il y a un mélange de température de couleur qui donne un peu de la magie à mes images. Et puis à un moment donné, je me suis dit, arrête, quoi. C'est-à-dire, pourquoi tu refuses autant la modernité ? Donc maintenant, ils sont intégrés. D'accord. Maintenant, ils sont dans mes images. Mais longtemps... C'est-à-dire que maintenant, vous l'assumez. Ouais, mais j'ai mis du temps. Alors, vous réalisez vos images en couleur, avec souvent des clairs-obscurs, des atmosphères poudreuses, des fumées, des ambiances de nuit qui font dire parfois qu'il y a une approche très picturale de vos sujets. Vous venez de le dire à l'instant. Comment et pourquoi êtes-vous passé du noir et blanc à la couleur ? Et est-ce que lorsque l'on évoque cette proximité qui pourrait exister entre vos images et la peinture, ça fait sens pour vous ou au contraire, est-ce que cela vous agace ? J'ai interviewé récemment Bernard Plossu qui n'aimait pas du tout qu'on fasse ce rapprochement entre ses photographies et la peinture. De toute façon, s'il y en a un, c'est complètement inconscient. D'autant plus que j'ai fait une école de photo qui durait 3 ans et je n'ai fait que la première année. Pour plein de raisons, j'ai quitté l'école. Donc je n'ai appris que le noir et blanc. Donc je me suis installé dans le noir et blanc que j'ai adoré. Et en plus, comme je n'avais très peu de moyens, donc je faisais tout moi-même. Dans ma chambre de bonne, je développais, c'est un classique, hein. Mais c'est ce qui s'est passé pour moi. J'ai aimé ça en plus. Et donc je voulais absolument pas passer à la couleur. Et c'est une icono
qui travaillait à l'IB, Nadine, qui m'a dit, écoute Denis, elle aimait mon travail, elle m'a dit tout simplement, passe à la couleur, tu pourras vivre mieux de ta photo. Je me suis dit, bon, j'ai acheté des films couleur, mais je les utilisais pas. Ils sont restés 6 mois dans mon sac. Et puis un jour, il y a eu une prise de vue où Chérif qui m'assistait m'a dit, t'as plus de films noir et blanc. Je dis, donne-moi la couleur. Et c'est comme ça que ma première image couleur est née. Et il s'avère qu'elle est bonne. Vous avez forcément la mémoire de cette image. De quoi s'agissait-il? Ah oui, je me souviens de tout. C'est un enfant qui passe comme ça, c'est-à-dire que je suis dans un village qui est magnifique. C'est un marché aux légumes. Et il y a un fond sublime, mais je le vois pas, puisque je le photographie en noir et blanc. Et je commence à photographier un enfant, et je vois un enfant, mais une apparition. Et je dis à Chérif, cours le chercher. Il passe sur son petit vélo. Et là, je peux être cruel parce que j'abandonne le premier enfant et je ne vois que l'autre, quoi. C'est-à-dire, et je le mets en scène. Et là, Chérif me donne le film couleur et l'image vraiment est au-delà de mes espérances, puisque franchement, c'est Dan Lostis à Libération qui me dit, mais Denis, c'est une image formidable. En plus, Dan n'aimait pas mon travail, donc elle a commencé à aimer. On en a ri après, à aimer mon travail à partir de cette image-là. Et après, elle m'a soutenu. Je sais pas, j'avais amené la planche contact, comme ça, elle m'a dit, mais c'est beau! Moi, je me l'étais pas dit. Donc, il a fallu quand même le regard des autres, ça aide beaucoup. Et désormais, vous avez abandonné totalement. Je ne reviendrai jamais, je pense, au noir et blanc. Et au sujet de cette approche, enfin, pas de cette approche, puisque c'est certainement pas votre démarche initiale, du rapprochement qu'on fait souvent entre certaines de vos images et la peinture. Est-ce que ça vous laisse froid, c'est comme ça, ou est-ce ça me laisse pas froid parce que j'adore la peinture. Donc ça peut pas me laisser froid parce que je regarde beaucoup la peinture, j'aime ça, j'aime aller voir les expos de peinture. Je suis pas non plus, je cours pas toutes les expos, mais en ce moment le peintre qui m'impressionne c'est El Greco, quoi. J'ai beaucoup El Greco en tête, j'adore. Oui, Francis Bacon dont vous parlez. Oui, mais j'adore, peut-être pour le côté décadent un peu de Bacon. Alors que j'aime le côté religieux, voilà, j'aime bien le paradoxe. Ouais, j'aime ce que dit Gide, les extrêmes me touchent. Denis, vous faites souvent référence à des livres qui ont été des déclencheurs dans votre parcours. Vous citez fréquemment Pierre Verger qui a réalisé un travail conséquent sur le Brésil, Paul Strand qui vous a donné envie de vous rendre au Ghana, Diane Arbus dont vous admirez le travail, ou même votre livre Le Caire édité en 2001 qui a marqué une forme de reconnaissance par le public et par vos pairs. Et vous rendez d'ailleurs toujours hommage, on vient de l'entendre, à ceux qui ont accompagné vos projets éditoriaux. Est-ce que le livre reste pour vous un objet d'ouverture sur l'autre, sur le monde? Est-ce que vous pourriez nous préciser quelle importance le livre photo a pour vous? C'est hyper important. Déjà, je pense que pour tout photographe, c'est un rêve. C'est quelque chose de difficile à atteindre et quand... Plus qu'une exposition, c'est-à-dire c'est une forme d'aboutissement. Total. Pour moi, c'est ça, mais je pense que c'est pour tous les photographes. Parce que l'exposition, bon, elle passe, elle est éphémère. Alors que le livre, il est là, coûte que coûte, quoi. Donc, c'est tangible. Alors, oui, et puis j'ai passé beaucoup de temps je n'ai jamais acheté, c'est pas bien ce que je vais dire, mais je n'ai jamais acheté beaucoup de livres photos, mais j'ai passé beaucoup d'heures à la Fnac à regarder tous les livres photos. Et aussi à la Chambre Claire, puisque je travaillais à l'Odéon. Alors, parfois, j'en achetais un parce que ça devenait vraiment pas bien. Mais j'étais un peu gêné de pas acheter, mais j'avais très peu de moyens. Donc c'était un peu difficile. Je voyais les prix, je me disais ah ouais c'est quand même cher quoi. Et mais oui, d'ailleurs je regrette certains. Par exemple, j'ai dû passer par exemple beaucoup de temps à regarder un livre qui m'a beaucoup impressionné d'une femme merveilleuse espagnole, Cristina Garcia Rodero. Oh là là, et je l'ai pas acheté, j'ai eu tort. Parce que celui-ci, par exemple, je l'ai tellement feuilleté. Pourquoi je l'ai pas acheté? Par contre, je me souviens très bien, à la Chambre Claire, j'ai eu aussi un immense coup de cœur pour Salimane. Et là, je l'ai acheté tout de suite. Tout de suite. Sur ses filles. J'adore. C'est vraiment très très beau. J'ai jamais vu tous ces procès, j'ai jamais compris le procès qu'on lui fait. Mais bon, j'ai pas compris, l'enfance peut être étrange et cruelle et tout ce qu'on veut, quoi. Sexuelle. Sexuée, je veux dire. Pas sexuelle, sexuée. Elle parle de tout ça, quoi. Donc, le trouble de l'enfance. Ce qui est révélé, ça m'a beaucoup touché, mais bon, après, j'ai des copines qui m'ont dit, oh non, c'est gênant. J'ai une copine surtout, qui me dit, ah oui, mais il y a un truc. Moi, je voyais pas, mais bon, peut-être que je suis naïf, hein.
Bien évidemment, j'imagine que vous avez encore des rêves de livres à propos de votre propre travail. Bien sûr, donc je suis en train d'en préparer un, et je vais le commencer bientôt. Ce sera un livre qui va résumer mes 30 ans de présence en Égypte, puisque j'ai décidé de clore mon travail égyptien. C'est difficile un peu, c'est un peu difficile, j'ai mis beaucoup de temps à me dire que c'était fini, mais ça y est, j'ai tout dit. C'est comme un fruit, à un moment donné, il tombe de l'arbre et c'est fini. Oui, puisque votre travail en Égypte s'est achevé peu de temps après la Révolution. La Révolution, la mort de Mahmoud, moi-même, j'ai fini mère et fils à la force des bras, et j'ai fini avec un infarctus à Alexandrie. Donc je crois que j'étais rendu au bout, quoi. Voilà, l'infarctus symbolisait... pourtant, j'ai réessayé depuis, mais mes images sont vides. Les dernières images égyptiennes sont très mauvaises. Pourquoi insister alors que faut admettre que faut passer à autre chose, quoi. Alors, lorsque vous rentrez d'Égypte, vous avez la volonté de faire des images en France, et finalement vous y renoncez et vous repartez pour le Ghana. C'est un travail qu'on n'a pas eu le temps malheureusement. Non, en fin de compte, ça s'est pas passé comme ça. À un moment donné, je suis allé vivre au Caire parce que je voulais plus vivre ma vie à Paris, puisque j'ai rêvé d'être photographe, et quand j'ai découvert le milieu de la photographie, j'ai eu juste envie de fuir, et je me suis installé au Caire pour reprendre pied. Et en fin de compte, en vivant au Caire, j'ai fini par m'ennuyer, et c'est de cet ennui que je suis allé au Ghana. D'accord, et vous avez fait un passage par la France quand même. Non, c'est-à-dire que j'ai d'abord essayé d'aller au Brésil, peut-être en pensant aller sur les traces de Pierre Verger, et j'ai fait des très très mauvaises photos, et c'est en étant à Bahia que je me suis souvenu de Paul Strand, que j'ai senti l'Afrique à Bahia, et une fascination qui est arrivée pour l'Afrique, et je me suis dit, faut que j'y aille. Et puis je me suis dit, je vais où? Je me suis dit, l'Afrique francophone, parce que je suis pas très très bon avec les langues, hein, c'est une bataille, quoi. Les mots, des fois, j'ai un petit problème avec les mots, ça coince, quoi. Et donc, je me suis dit, oui, alors le Mali, tout ça, puis je me suis dit, mais non, les photographes français, ils vont. Qu'est-ce que je vais faire sur la trace de tous ces photographes français qui sont bons? Et je me suis dit, mais le Ghana, c'est anglophone, à part Paul Strand, et Paul Strand, c'est les années 60, donc c'est comme ça que je me suis dit, c'est le Ghana. Et aujourd'hui, c'est un work in progress, c'est un pays sur lequel vous avez beaucoup travaillé déjà, oui, et dans lequel vous vous rendrez à nouveau... C'est un peu fini, mais pas complètement fini, parce que c'est petit le Ghana, donc et comme mon travail est très obsessionnel avec la mer... Oui, alors c'est étonnant parce que pour l'Égypte, pour le coup, c'est quelque chose d'assez fermé. Oui. Et en revanche, pour le Ghana, vous êtes l'ouverture. Dans une ouverture. Ouais. Je suis tout le temps face à la mer. On voit tout ça, c'est très psychanalytique peut-être, hein, mais bon, après, voilà. C'est ça. Mais enfin, je pense qu'il y a un truc comme ça, quoi. Mais oui, ce qui me fascine au Ghana, c'est justement être à l'air libre, avec les pêcheurs, et de regarder... J'adore regarder la mer, je peux passer des heures à regarder la mer, quoi. Ça me fascine. Mais bon, un peu comme plein de gens, hein, c'est pas nouveau, hein, c'est depuis une... Oui, c'est pas une mer désincarnée, c'est une mer qui est assez habitée avec des pêcheurs, des bateaux... Sans touristes. Aucun touriste. Bien évidemment. Le Ghana ne souhaite pas trop s'ouvrir au tourisme, c'est bizarre, mais quel bonheur, quoi. Enfin, pour moi, c'est le plus grand bonheur. Je pensais pas arriver dans un pays encore aussi authentique, quoi. Ce qui se passe sur les plages, c'est bouleversant. Et j'y vois des gens heureux. Bien. Denis, notre entretien s'achève. Merci beaucoup d'avoir répondu à ces questions. Et en attendant peut-être une prochaine exposition, on peut retrouver quelques-unes de vos séries sur votre site internet www.denisdailleux.com, mais aussi une dizaine de livres à peu près, et apparemment un projet à venir. Merci encore. Merci.